Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Entrée dans sa phase active le 28 janvier, la comparution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la haie fait débat. Leurs partisans dénoncent un procès politique. Fin de la première édition de la conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche en Mauritanie. Quelles en sont les conclusions? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis les manifestations du cinquantenaire de la fête de la jeunesse sont lancées au Cameroun. Le coup d'envoi a été donné à Tiko dans la région du sud-ouest. C'est l'événement de ce début d'année en Côte d'Ivoire et au-delà, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui s'est ouvert le 28 janvier à la haie cristallise l'attention. On fait le point tout de suite avec Olivia Hieré-Dobré. Le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé s'est ouvert ce 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale à La Haye. Accusés d'avoir participé à la création et à la mise en place d'un plan commun visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir, les deux hommes sont poursuivis pour 4 charges de crimes contre l'humanité. Mais déjà, les critiques fusent. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, il s'agit d'un procès politique en raison de l'absence du camp Ouattara et des acteurs français ayant joué un rôle lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Premièrement, il y a des chefs d'État en exercice. Je rappelle que le président Omar El-Béchir est un chef d'État en exercice. Ça ne l'a pas empêché de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. Donc l'excuse selon laquelle, bah oui, mais c'est lui qui est au pouvoir, en soi, est scandaleux. On a à faire face à une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. On s'attendait de la part de la CPI à une justice pour tous. Et cette justice pour tous ne devait pas être clivante ni séquentielle. Or, on constate que le président Laurent Gbagbo est poursuivi dans un plan commun avec le ministre Blé Goudé, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils auraient fait indirectement 324 victimes sur une crise qui a fait plus de 3000 morts. Mais de qui se moque-t-on? Qu'on parvienne à un jugement de condamnation ou d'acquittement, la crédibilité de la CPI est déjà fortement malmenée, car s'il est acquitté, pourquoi pratiquement 10 ans de détention? C'est énorme. S'il est condamné, on va certainement se poser la question des conditions qui ont amené à cette condamnation. De leur côté, les dirigeants africains réunis le 31 janvier 2016 au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ont soutenu une initiative kenyane visant à un retrait commun de la Cour pénale internationale qui, à leurs yeux, s'acharne sur l'Afrique. Mais aucune décision n'a été prise. Il revient toujours à chaque pays de décider individuellement de quitter ou non la CPI. Je pense que déjà la crise post-électorale qu'on a connue était une guerre néocoloniale. Donc on a bien vu de quelle manière on est venu installer, la France est venue installer M. Ouattara au pouvoir. Donc il n'est pas étonnant à partir de ce moment-là que malheureusement que les chefs d'État francophones se fassent plus silencieux au regard de ce qui s'est passé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas la même chose. Régie par le statut de Rome, entré en vigueur le 1er juillet 2002, la CPI a été créée pour juger en dernier ressort les génocidaires et criminels de guerre qui n'ont jamais été poursuivis dans leur propre pays. Et sachez que vous pourrez suivre la suite de ce procès historique ce vendredi sur notre antenne à partir de 9h30 GMT. Le président nigérian Muhammadu Buhari était face au Parlement européen ce mercredi 3 février à Strasbourg en France. Dans son discours, il a remercié l'Union européenne pour son aide dans la lutte contre Boko Haram, affirmant que les efforts déployés commençaient à porter leurs fruits. Les secteurs qui étaient sous contrôle de Boko Haram dans les États de l'Adamawa, de Borno, de Yobe seraient en effet à nouveau sous contrôle, si bien que les déplacés reviennent progressivement chez eux. La première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche a pris fin ce mercredi en Mauritanie. Elle s'est soldée par l'adoption par la Mauritanie, le Sénégal et l'Indonésie de la déclaration de Nouakchott. Décryptage de son contenu avec notre envoyé spécial Franck Nodofina. La bonne gouvernance au cœur de la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche, c'est mercredi 3 février à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie. Promouvoir une pêche responsable et favoriser la transparence dans l'attribution des contrats de pêche, ce sont entre autres les raisons qui motivent l'organisation de cette conférence qui a réuni des acteurs du secteur halieutique venus de la Mauritanie, du Sénégal, mais aussi les investisseurs étrangers.
À travers son allocution, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a noté l'importance pour les États côtiers de réévaluer le potentiel du secteur de la pêche. Aujourd'hui, notre satisfaction est grande de voir se tenir ici à Nouakchott la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche qui marque un tournant et vient incontestablement à point nommé. À ce jour, la contribution de ce secteur ne traduit pas encore l'importance considérable de son potentiel en termes de création d'emplois, de recettes budgétaires pour les États et d'apport à la sécurité alimentaire des populations. La pêche constitue une source importante d'emplois, de protéines et de commerce dans les pays côtiers d'Afrique. Afin de promouvoir la transparence dans le secteur, les pays africains ont été invités à Nouakchott à publier sous la forme des rapports nationaux réguliers des informations sur les recettes du secteur, les revenus tirés des différents contrats signés et les investissements réalisés sur la base de ces revenus. Le Sénégal, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, a pris une part active à cette initiative. Si on fait le bilan, en réalité, je crois que c'est M. Kofi Annan, dans son adresse tout à l'heure, qui nous disait que ces pays africains perdent plus de 1,3 milliard de dollars par an. Quand on voit que la somme cumulée des redevances ne représente pas le 10e de cette somme. Donc il y a là un problème sérieux d'équité et de transparence. La conférence s'est achevée avec l'adoption de la déclaration de Nouakchott qui propose une mutualisation des efforts au niveau africain dans le cadre de la transparence en matière de pêche. Ceci passera, selon les acteurs, par la lutte contre l'opacité dans les procédures d'attribution des contrats de pêche. Au Cameroun, les manifestations marquant le cinquantenaire de la fête de la jeunesse ont été lancées ce lundi à Tiko, dans la région du sud-ouest. Célébré chaque 11 février, cet événement traduit tout l'intérêt que le Cameroun accorde à sa jeunesse, vivier de la nation. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Les jeunes Camerounais vont célébrer ce 11 février la 50e édition de la National Youth Day, la fête nationale de la jeunesse. Le coup d'envoi des activités marquant cette célébration a été lancé à Tiko, dans la région du sud-ouest. L'événement intervient en pleine campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale. Les jeunes reconnaissent encore les valeurs de cette fête. La fête de la jeunesse, 11 février, marque la joie de toute la jeunesse. C'est une fête patriotique. C'est une fête qui marque, n'est-ce pas, l'appartenance des jeunes Camerounais, la fierté d'appartenir à leur pays, le Cameroun. La fête de la jeunesse représente pour moi une valorisation de la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, la jeunesse reste la couche sociale la plus touchée par le chômage. Pour faire face à la situation, les jeunes investissent le secteur informel dans lequel s'exercent actuellement plus de 90% des actifs occupés. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en vue de l'insertion sociale des jeunes et de leur promotion économique. En 2004, l'État a entrepris l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Elle définit la vision des pouvoirs publics par rapport aux problèmes et préoccupations des jeunes. Malgré tous ces programmes, les attentes de la jeunesse camerounaise sont nombreuses. La jeunesse attend beaucoup du gouvernement, notamment cinquantenaire comme âge d'or. On attend voir la jeunesse dans toutes les articulations de la vie de la nation. On attend voir une jeunesse de plus en plus ancrée dans la vie de la nation et la création des emplois, la création des richesses, la création des valeurs pour mettre, n'est-ce pas, pour exploiter au maximum le potentiel que le Cameroun a. Et nous reconnaissons bien sûr les efforts consentis par le gouvernement pour la jeunesse camerounaise. Et nous voulons que le gouvernement fasse encore quelque chose de plus. L'édition 2016 de la fête de la jeunesse sera célébrée sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Pendant une dizaine de jours, les séminaires, les manifestations sportives et culturelles meubleront les activités des établissements scolaires. Le président de la République, Paul Biya, s'adressera aux jeunes le 10 février. L'apothéose des manifestations est prévue le 11 février 2016 avec des parades et des chants patriotiques exécutés par les élèves du primaire et du secondaire. Renaissance du festival culturel Dogon au Mali. Après plusieurs années d'hibernation suite aux multiples crises sécuritaires, les promoteurs de cet événement ont remis les voiles. C'était du 29 au 30 janvier 2016 à Bamako. Le point tout de suite avec Viviane Baoken. Au Mali, un festival pour célébrer la culture et le patrimoine du peuple Dogon a eu lieu du 29 au 31 janvier 2016 dans la ville de Bamako.
Ce festival a été mis en attente depuis quelques années en raison de troubles politiques et de l'insécurité dans le nord du pays. En 2012, des militants islamiques ont mené une série d'attaques contre des étrangers, conduisant à des pertes massives de recettes touristiques. Non, les gens n'ont pas peur des attentats. On se dit c'est des bandits et tout, mais ça ne va pas nous empêcher de vivre. Nous n'allons pas arrêter de vivre, de sortir ou d'aller travailler parce qu'il va y avoir une attaque, parce qu'il va y avoir des attentats. Non, on va continuer de travailler, on résiste. On ne veut pas laisser la place à ceux qui veulent s'aimer la terreur pour nous empêcher de travailler. La renaissance du festival est l'un des nombreux efforts du gouvernement. Il vise à stimuler les hommes d'affaires locaux qui vivent de l'économie et de l'industrie du tourisme culturel au Mali. Ce festival est également perçu comme une démonstration de la résilience des pays, considérés par beaucoup comme une escapade culturelle pacifique en Afrique de l'Ouest. Compte tenu de cette crise sécuritaire, nous sommes en train de développer un programme de mobilité des Maliens à l'intérieur du Mali. Donc c'est pour amener ces Maliens et même les Maliens qui résident à l'étranger à redécouvrir le patrimoine touristique et culturel du Mali. Le festival Dogon au Mali a connu la participation d'environ 10 000 visiteurs venus de par le monde. L'association Dina Dogon, principal organisateur de ce rendez-vous culturel, milite pour la protection et la conservation de la culture malienne. Un mot de sport à présent, c'est le Mali qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo lors de la finale du championnat d'Afrique des Nations 2016 qui se disputera ce dimanche 7 février à Kigali, au Rwanda. Les Aigles ont battu sur le fil la Côte d'Ivoire 1-0. Il aura en effet fallu attendre la 88e minute pour voir les Maliens concrétiser grâce à Yves Bissouma. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.